Sarga. Donc après la première session sur le monde décentré au XVIIe et XVIIIe siècle, j'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir la session numéro 2 sur les savoirs, cette fois-ci, les savoirs décentrés en avançant, XVIIIe, XIXe siècle. Et nous allons commencer donc cette seconde session par l'intervention d'Huguette Krief, qui est présidente du Centre aixois d'études et de recherche sur le XVIIIe siècle, le KER 18, et maître de conférence émérite, docteur d'État, HDR, à Marseille Université, spécialiste de littérature des Lumières et de la Révolution. Elle a dirigé des équipes internationales, entre autres pour le gros dictionnaire des femmes des Lumières, dont elle a initié le projet et qu'elle a co-dirigé chez Champion, des numéros de revues comme Rousseau et la préciosité pour les Rousseau Studies. Et parmi ses nombreux ouvrages récents, on compte les 3 premiers tomes de la correspondance complète de la romancière Sophie Cottin, chez Garnier, qui est prévu en 5 volumes, un livre d'auteur en 2021, Le Métis révolutionnaire, Barbeau Royer, homme de lettres et voyageur engagé, chez Garnier, dans la collection Géographie du Monde. Et en 2024 vient de sortir l'édition critique chez Garnier également du roman de Madame Roumier-Robert, Voyage de Milor-Séton dans les 7 planètes ou le nouveau mentor. Alors nous avons là le grand plaisir de l'écouter sur cet auteur méconnu mais qu'elle travaille à faire, à remettre en lumière, Barbeau Royer, voyageur libre de couleur, indo-descendant, 1767-1831. D'accord, je te laisse la parole pour présenter ce titre. Merci beaucoup. Merci, chère amie, chère Sylvie, amis et collègues, et complices aussi d'un certain nombre de publications, dont le dernier en date portait sur l'humanisme du Moyen-Âge au XXIe siècle, ce qui était une grande folie éditoriale. Donc, merci de me donner la parole sur un auteur que je souhaite vraiment réhabiliter, puisqu'il fait partie de ces invisibles ou de ces hommes du milieu, de l'entre-deux dont on peut parler. Barbeau Royer est né en 1767 d'un père blanc et d'une mère indienne qui était esclave, né à Pondichéry et qui a été affranchi. Donc, il est né au moment où ses parents étaient des valets et servantes de Pierre Poivre, et il servait Pierre Poivre dans le fameux domaine qui était esclavagiste de Montplaisir. Alors, tout concourt pour qu'émerge une conscience culturelle différente chez cet enfant, libre de couleur. Elle est décentrée par rapport à l'Europe, vu la présence à ses côtés de sa mère indienne, originaire donc de Pondichéry, et sa fréquentation des communautés indiennes, africaines et cafres, étrangères à la civilisation occidentale, que tente d'imposer Pierre Poivre à coup de conversion forcée au christianisme. Avec le voyage de Barbeau Royer en métropole à l'âge de 11 ans, s'ouvre une période d'exil pour lui, avec une adaptation forcée aux enseignements et à la discipline du collège de Lisieux, institution catholique conservatrice à l'époque. Lorsqu'il achève ses humanités en juillet 1789, on se figure aisément l'enthousiasme que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen suscite en lui. Il s'engage avec ardeur dans les rangs parisiens de la Société des gens de couleur, car il est convaincu que le modèle révolutionnaire français va créer les conditions pour libérer les peuples asservis et faire leur bonheur. Or, devant l'embrasement des Caraïbes auquel il assiste au cours de ses voyages à Saint-Domingue, et face au débat parlementaire sans fin sur l'application des droits dans les colonies, sa profession de foi républicaine, et c'est la question que je pose, est-ce que cette profession de foi républicaine résiste ou non à ces moments de l'histoire nationale contraires à son éthique politique? Je vais donc poser cette analyse en 3 points. Premièrement, alors puisque mon sujet porte sur des lumières radicales à la déconstruction anticoloniale. Donc le premier point, c'est Barbeau Royer, disciple d'Helvétius, qui est très rare pendant la Révolution, puisqu'on est plutôt rousseauiste, peut-être un peu holbachien, mais surtout pas helvétien. Donc le véritable événement dans la vie intellectuelle de Barbeau Royer est sa rencontre avec le philosophe Helvétius,
dont il s'approprie la radicalité pour bâtir sa propre pensée républicaine, athée et anticoloniale. Durant toute la Révolution, il manifeste une fidélité sans faille aux philosophes matérialistes, en dépit de la censure montagnarde qui prend fait et cause pour le déisme de Rousseau en 1793. Déclaré non blanc à la police des Noirs à son arrivée à Paris en 1771, Barbe-Royer est marqué par un statut de libre de couleur qui ne lui accorde aucun droit sur le sol français. Or, il découvre dans De l'Esprit la thèse d'une égalité, voire d'une identité originaire, de tous les esprits. Et le jeune révolutionnaire métis en tire la preuve que l'inégalité entre les hommes n'est pas naturelle. Et forcément, à l'encontre d'ailleurs de ce que développe d'Holbach. Le message d'Helvétius le conduit à plaider pour l'application d'une égalité des droits au sein de la Révolution française. Et pour créer les conditions d'un bonheur des nations, Barbe-Royer affirme qu'il est nécessaire de combattre les prêtres car ils détournent les citoyens des affaires publiques par leur sublime vérité. Dans L'ombre d'Helvétius, qui est une petite nouvelle qui clôt son recueil Les loisirs de la liberté, publié en 1794, Barbe-Royer fait revenir le philosophe d'entre les morts, suivant la bonne tradition rhétorique de la prosopopée. Ce dernier dispense un prône intitulé « Du culte républicain » devant une assemblée de paysans et de villageois. L'orateur dresse un réquisitoire contre le culte ancien catholique, car il est un obstacle au bonheur que promet la République. Il rappelle que la hauteur des cathédrales, l'obscurité des lieux, le mystère qui y régnait étaient calculés pour terroriser les esprits crédules et les soumettre à la volonté des prêtres. Je cite. « Quel républicain n'eût pas reculé d'effroi à la vue de ces autels chargés de deuil, de ces draps mortuaires, de ces crucifix hideux répétés sur toutes les faces du sanctuaire. De quel saisissement n'était-on pas frappé à l'aspect de ces prêtres vêtus de noir qui, du haut de leur tribune, appelaient d'une voix effrayante la troupe de démons et semblaient secouer leurs torches sur l'âme des auditeurs épouvantés. » S'adressant au bon sens de son public, il le convainc que l'émancipation humaine s'acquiert par la raison, en dehors de toute superstition religieuse. Donc Barbe-Royer poursuit son combat antichrétien dans tous les journaux. Il s'inspire du contrat social, en particulier le livre 8, chapitre 4 de la religion civile, pour prouver dans Le Rédacteur du 8 mai 1798 que l'exercice de la religion chrétienne est contraire aux fondements de la République. D'après lui, les cultes antiques poussaient à l'amour de la patrie, je cite, « La religion des Grecs chauffait tellement les courages que ces peuples subjuguèrent éternellement les nations dont la croyance n'était pas, comme la leur, liée au gouvernement. » Par comparaison, le christianisme entretient chez ses fidèles un mépris pour les affaires de la cité. Je cite, « Tant que les lois ne seront pas l'unique objet de l'adoration publique, l'amour du ciel sera toujours plus fort que le zèle pour la patrie. » Fin de citation. Barbe-Royer encourage le peuple à s'armer pour défendre la République contre ses ennemis ecclésiastiques de l'intérieur. Certes, il connaît les arguments inspirés des Lumières chrétiennes qui souhaitent réformer l'Église en revenant à une organisation ecclésiale primitive, dotée d'un clergé utile à la société, mais il a vécu le soulèvement vendéen du printemps 93 lorsqu'il était membre de la Société populaire de Rochefort et se souvient des paysans arborant des Sacré-Cœur cousus sur leurs vêtements. Quand la montée de la droite royaliste et la menace d'un retour à l'Église sont imminentes, il proclame avec force dans une lettre ouverte au rédacteur du 9 juin 1798, je cite, « Dans notre Europe, le prêtre est l'ennemi de l'autorité civile. Avec ses leçons divines, il sape toutes les institutions humaines. » On ne s'étonnera pas que l'écrivain métis associe l'Église aux effets dévastateurs de la traite et au maintien de l'esclavage dans les colonies. Il rappelle que les manuels de théologie montrent l'esclavage des Noirs comme un fait établi et justifié par la Bible. Je cite,
Tout un peuple fut flétri dans l'opinion des autres peuples parce qu'il descendait de Cham, race maudite par le pudique Noé. Cham posséda l'Afrique plutôt que l'Égypte, et les Africains demeurèrent proscrits jusqu'au temps où la raison effaça cette tâche rendue sacrée par l'explication de nos prêtres d'Occident. Il précise que les écrits contre-révolutionnaires diffusent l'idée que la civilisation européenne est étroitement liée à son passé chrétien, parce que le combat abolitionniste nuit à la prééminence du culte catholique contre le fétichisme des peuples indigènes. Pour contrer cette propagande, Barbeau-Royer suggère d'éradiquer radicalement le catholicisme puisqu'il favorise l'esprit de tyrannie chez les rois, maintient les peuples dans l'ignorance et justifie les crimes coloniaux, étend ses effets aussi dévastateurs sur les économies des nations. Je cite « Qu'ont produit en Chine les saintes déclamations des missionnaires. Nul art nouveau, nul commerce plus étendu, nulle découverte dans les sciences utiles, ils ne vinrent que pour opposer leur Christ aux emblèmes de faux et leurs évangiles à la morale de Confucius. Les Castillans, leur Madone à la main, ont-ils rendu le Pérou plus florissant? Non, ils y ont détruit la population tout entière pour y placer des moines infertiles. Je passe à mon deuxième point. Donc voilà la formation qui est la formation radicale de Barbeau-Royer. Alors forcément, son regard est un regard très, très, très attendu sur le voyage en Espagne qu'il fait et qui nous rapporte d'ailleurs dans une version romancée intitulée Fernando ou le voyage en Espagne, publié dans les Loisirs de la Liberté, aux Nouvelles Républicaines en 1794. Donc, je vais rapidement, ces deux héros originaires de Basse-Pyrénées décident de passer en Espagne pour effectuer un voyage exploratoire de 6 semaines. On parlait de curiosité ce matin, donc c'est effectivement cette curiosité. L'action se situe en 1790, c'est-à-dire 3 ans avant la guerre de la République contre l'Espagne. De la région frontalière de Tolosa en Pays Basque, puis de Vitoria à Valladolid et enfin à Madrid, le lecteur suit les effets d'une manipulation des esprits orchestrée par le clergé catholique. Dans l'Espagne contemporaine, on ne brûle plus de sorcières ou de juifs impies sur les places publiques, comme dans les voyages de Scarmentado de Voltaire. En revanche, le culte catholique envahit l'espace public. Les spectacles de dévotion se déroulent quotidiennement dans les rues, marquant le rythme religieux imposé par les prêtres à la nation espagnole. Je cite « On sonna l'angélus d'un couvent voisin. Aussitôt, chacun se découvrit. Les voitures s'arrêtèrent, et les grands, et les savants, et les philosophes, et tout le peuple, soumis à un son de cloche, récita en silence l'oraison de la Sainte Vierge. » Écœuré, le jeune républicain dénonce le caractère inapproprié de la domination catholique sur la vie collective. Je cite « C'est la présence austère de ces religieux qui répand la mélancolie, appelle la crainte et exerce sur la pensée le despotisme le plus outrageant. » Deux coutumes retiennent l'attention. La corrida et l'obligation de faire maigre le vendredi. Il montre qu'à Madrid, la coutume de la corrida, dite de bienfaisance, entre guillemets, est encouragée par des communautés religieuses qui en tirent des bénéfices. Je cite, « Ce spectacle n'avait lieu que pour le plaisir du... Si ce spectacle n'avait lieu que pour le plaisir du peuple, il y a longtemps qu'il serait aboli. Mais on a su attacher sa conservation à une cause pieuse. » Fin de citation. Si Fernando s'indigne devant ce spectacle, c'est une vraie boucherie, et as-tu vu comme leur arène était abreuvée de sang, l'horrible institution, un bourgeois madrilène, haut en couleur, lui oppose des arguments moins émotionnels ou moraux et plus pragmatiques. Je cite, « Je ne puis vous dissimuler qu'il résulte de grands inconvénients de cette parade. Nos ouvriers ne travaillent pas, et le peu de bénéfices qu'ils retirent de leur pain, ils l'emploient à ce misérable spectacle. Ajoutez à cela la perte des chevaux et le nombre inouï de taureaux qu'il faut sacrifier chaque semaine.
vous concevrez aisément le dommage que cela porte à nos arts et à l'agriculture, et que ce combat est plus qu'on ne pense une des causes de la misère de l'Espagne. Donc, pour lui, la transformation de la société espagnole se doit de reposer sur le développement de son agriculture, de son commerce intérieur et de son tourisme. Or, ces domaines d'expansion sont entravés par les lois de l'Église, comme l'obligation de faire maigre le vendredi, jour anniversaire, je le rappelle, de la Passion du Christ. En effet, Barboroyer montre que les aubergistes se gardent bien de servir de la viande, des œufs et du lait aux voyageurs de passage, car, je cite, l'Inquisition ne plaisante pas avec les choses saintes. Un emprisonnement de 8 semaines est requis contre celui qui a servi un seul bouillon gras. Cette peine est même accompagnée d'une excommunication. L'idée de voir leur commerce ruiné et l'effrayante perspective de brûler en enfer pour l'éternité dissuadent les restaurateurs de se dérober à leurs saintes obligations. Pour Barboroyer, donc, les prescriptions religieuses sont anachroniques dans un État moderne. Elles sont la preuve que le but du clergé est de forger des consciences religieuses et de ne pas les former au civisme. Il en conclut c'est son expression, que le gouvernement des moines abrutit l'empire espagnol, maintient les arts dans l'enfance et ralentit la croissance économique. J'en arrive à mon troisième point sur le paradoxe du messianisme républicain. Parce qu'effectivement, l'œuvre viatique de Barboroyer participe à la diffusion de l'esprit de liberté et au développement de la culture républicaine. Mais celle-ci n'est pas uniforme car elle est travaillée par des circonstances historiques auxquelles est confronté l'auteur jacobin. Dans son roman « Craon ou les trois opprimés », qui est de 1791, l'aventure mène les créatures romanesques depuis les lointains confins de la Russie, de la Perse et de l'Afrique jusqu'à Paris en Révolution. L'intérêt avec lequel ces personnages suivent la marche des événements de 1789 correspond à celui d'authentiques voyageurs tels que Arthur Young, qui apprécie l'importance du transfert de souveraineté en cours, je cite, « le moment présent est peut-être celui qui va décider de la destinée future de la France », je le rappelle, dans ses voyages en France pendant les années 1787, 88, 89, 90. Mais les étrangers de Barboroyer, à savoir un moscovite, un persan et un africain, ne viennent pas à Paris à la manière des Persans de Montesquieu pour mesurer leurs différences, jauger des nouvelles institutions, réagir au spectacle des têtes sanglantes de Launay et Flessel, arborées sur des pics. Ils entendent retrouver la patrie des droits de l'homme et s'inspirer de sa constitution, dite exemplaire, établie dans l'intérêt général. Dans son discours d'accueil, Craon, qui est le personnage qui accueille ces réfugiés politiques, présente la France comme une nation messie dont la lutte anti-tyrannique a franchi les Lumières. Je cite, « Amis, les contrées d'où sortez sont encore flétries par le despotisme, ravagées par l'ambition ou désolées par les crimes. Vous avez vécu parmi ceux qui les habitent et vous avez partagé leur misère. Je désire connaître vos malheurs et le pénible état de tant d'opprimés. Dans ces régions lointaines, on doit parler des Français. L'influence d'une nation déjà célèbre sur la France, faisant succéder à la sanglante tyrannie la touchante et pacifique liberté, doit porter le réveil dans les cœurs abattus et répandre partout l'espérance. » Donc, il va sous la forme de 3 relations de voyage qui dessinent la carte géographique du despotisme européen et colonial. Donc on va asséner un certain nombre d'arguments pour démontrer que la chute des despotes est inévitable. C'est un petit peu lié, disons, à cette période de 1791, quand l'imminence d'une invasion étrangère à la frontière nord-est soulève les peurs populaires et que le débat sur la guerre civile déchire l'Assemblée nationale. Et c'est un discours qui est destiné à lever les enthousiasmes pour la liberté. Mais quelque part, je vais sauter un petit peu tout ceci qu'on pourra retrouver dans la version écrite, mais tout ceci nous amène au directoire. Donc, dans ce
dans ce roman, il soulève les enthousiasmes pour la liberté, et il y a effectivement à reconnaître les avantages de ce message messianique. Sous le Directoire, Barbe-Royer constate que le droit métropolitain n'est toujours pas appliqué aux colonies françaises, alors que les articles 6 et 7 de la Constitution de l'an 3 déclaraient que les colonies étaient partie, je cite, intégrante de la République. Or, comment expliquer que le messianisme républicain ne s'y applique pas, alors que le pouvoir exécutif impose aux nations conquises au nom de la liberté, en Italie et ailleurs, la Constitution et les lois françaises? En réalité, la question coloniale se nourrit en métropole d'une mystique républicaine où on exalte les luttes héroïques insulaires contre les ennemis de la liberté, à savoir les Anglais et les Espagnols, et où on célèbre avec force discours la proclamation le 29 août 1993 qui a mis fin à l'esclavage. Donc, officiellement, dans le discours public, Saint-Domingue est restée française et révolutionnaire. Or, pour Barbe-Royer, il est urgent de déconstruire ce récit national idéalisé, destiné à promouvoir l'unité et la République, car il ne correspond pas à ce qu'il a découvert dans ses voyages aux Caraïbes. Engagé pour le compte du ministère de la Marine et des Colonies, il est effectivement nommé secrétaire de Julien Raymond. Je pense que ceux qui ont travaillé sur le corpus antillais savent qu'il est délégué par le Directoire aux îles sous le vent, Saint-Domingue, au sein de la commission civile menée par Santonax. Or, Barbe-Royer, arrivé au Cap Français, le 12 mai 1996, trouve un territoire soumis à un climat de violence qui est attisé par l'autoritarisme des autorités administratives de la colonie. Lui-même nommé au jury de Saint-Domingue durant son séjour caribéen, ils se sont en droit de livrer son témoignage par écrit, faute d'être entendu à la tribune parisienne des 500, comme il le sollicitait. Et c'est dans un essai très polémique intitulé « Du gouvernement de Saint-Domingue, de Lavaux, de Villac et des agents du Directoire », publié en 1997, qu'il dénonce la nouvelle hiérarchie pigmentaire qui s'est imposée à Saint-Domingue. Après les discriminations de l'Ancien Régime, on y distingue dans les discours des responsables politiques désormais, les Blancs, les Noirs, les mulattes, les gens de couleur. Donc une répartition pigmentaire scandaleuse, c'est ce qu'il appelait, lui, le préjugé des couleurs. Donc ce préjugé des couleurs met en échec les grandes lignes de la politique de la régénération définie par Truguet, ministre de la Marine et des Colonies, et destinée à assurer l'égalité de tous sur l'île. Cependant, les faits dénoncés par Barbe-Royer sont beaucoup plus graves. Alors qu'il n'y a ni révolte ni mouvement de sécession au Cap Français, il y a une attaque, un massacre, on pourrait dire, un massacre de femmes, qui est commis à l'arme blanche sur la place principale le jour où le général métis Villac revient au Cap pour se justifier devant une commission civile qui l'accuse d'avoir fomenté un coup d'État contre Lavaux. Je cite « Une foule immense l'environnait en ajoutant autour de lui des branches de palmis et des rameaux. Les femmes surtout faisaient retentir les airs des cris de l'allégresse commune. Cependant, sous le prétexte d'une émeute populaire, Lavaux, à la tête d'une bande de satellites, fondit le sabre à la main sur ces femmes qui semblaient courir à la fête. Elles furent impitoyablement renversées, plusieurs blessées grièvement, et le sang des citoyens rejaillir sur les fenêtres même de la commission à peine installée. D'après ce seul fait, qu'on réfléchisse sur les excès du despotisme colonial. » Donc, je dirais que la même année, alors je vais peut-être conclure, je vais tout de suite à la conclusion, je conclus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, Barbe-Royer remet en cause cet ordre colonial d'une part, mais il remet en cause surtout les justifications du colonisateur qui parlent d'inadaptation des Africains qui ont été déplacés à la liberté et à la citoyenneté. Et sur ce point, il oppose
le mouvement des savoirs et des découvertes scientifiques qui ont été faites dans l'Antiquité à partir de l'Égypte noire pharaonienne. Et il dit la chose suivante: au moyen de la navigation et du commerce pratiqués par les Noirs d'Égypte, les arts et les sciences passèrent des bords du Nil dans la Syrie, la Grèce et la Phénicie, et peu à peu se répandirent dans l'univers. Donc c'est vraiment un renversement culturel qu'il demande à effectuer. Alors je conclus sur la chose suivante: sillonner avec ses créatures romanesques les terres européennes, revient pour Barbouillet, formé aux lumières radicales du XVIIIe, à combattre l'obscurantisme chrétien. L'écrivain jacobin incite sur le rôle pernicieux du catholicisme sur les esprits et dénonce la rude responsabilité de l'Église dans l'appauvrissement économique et culturel de l'Espagne. Pour ranimer la foi républicaine et les combats pour la liberté, Barbouillet rappelle que le pouvoir exécutif n'a cessé de restreindre l'accès des populations colonisées à la citoyenneté française et aux charges publiques. Quand il témoigne des crimes commis à Saint-Domingue contre la minorité des gens de couleur, il révèle les manœuvres des délégués du territoire pour s'assurer de la participation des Noirs dans les guerres coloniales contre l'Espagne et l'Angleterre. D'une même voix, il dénonce l'arrogance des colonisateurs occidentaux qui prétendent civiliser l'univers entier. Même si, en disciple d'Helvétius, il est convaincu que tout centre de domination politique est relative et dépend d'une conjonction d'événements et de forces en présence, il lui incombe de faire entendre la douloureuse mémoire des peuples colonisés dans un article intitulé « Contre l'Angleterre », c'est juste 2 lignes, « 10 siècles de barbarie et de trahison doivent être punis par un seul coup, 30 nations opprimées et flagellées doivent obtenir leur vengeance de l'audace d'un seul peuple. » Merci beaucoup.